Bonjour mes chers élèves de 4e 3, 4e 5, 4e 7. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cours d'après les vacances de Pâques. Une vidéo consacrée à un nouveau chapitre d'histoire que nous entamons. Chapitre qui a pour titre Conquête et société coloniale. Vidéo numéro 1. Alors, peut-être que certains ont été interrogés par ce titre, Conquête et société coloniale. Coloniale, colonie, colonisation. Nous avons déjà étudié la colonisation des Européens à travers la planète du 16e au début du 19e siècle. Donc me direz-vous, pourquoi revenir sur la colonisation? Eh bien, comme vous avez dû le découvrir dans le polycope que je vous ai envoyé, en fait, que s'est-il passé? Eh bien, une chose toute simple. Il y a eu deux étapes de colonisation, deux périodes de colonisation. La première étape de colonisation, la première période de colonisation, nous l'avons étudiée en cours. Elle est le fait des Européens. Elle intervient du 16e au début du 19e siècle, surtout sur le continent américain, avec des colonies plutôt de petite taille, hormis l'immense colonie, l'immense empire espagnol, avec la création de plantations, la mise en place de la traite négrière transatlantique. Et cette première étape de colonisation a pour raison essentielle la découverte et l'approvisionnement en très grande quantité de produits coloniaux. Première étape de colonisation, nous l'avons étudiée en classe. Figurez-vous que les Européens vont se lancer dans une deuxième étape de colonisation. Autrement dit, les Européens vont recoloniser le monde, mais cette fois-ci à la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1970. Mais cette deuxième étape ou cette deuxième période de colonisation est tout à fait différente. D'abord, pour la raison que je viens d'évoquer, elle n'a pas lieu au même moment. Et surtout, cette colonisation n'intervient pas au même endroit. Autant la première étape de colonisation avait vu la mise en place de colonies sur le continent américain, cette fois-ci, les Européens vont coloniser l'Afrique et l'Asie. Non pas avec des colonies plutôt de petite taille, mais avec d'immenses colonies. Et surtout, la raison de cette deuxième étape de colonisation est tout à fait différente. Autrement dit, les Européens vont se lancer dans une deuxième étape de colonisation, plus du tout pour les produits coloniaux, mais pour d'autres raisons, et d'autres raisons au pluriel. Des raisons d'ailleurs que vous deviez retrouver dans les deux discours que j'ai mis dans le polycope, à savoir celui-ci, discours de Jules Ferry en 1885 et un discours de Paul Reynaud, ministre des colonies, en 1931. Donc les Européens, à la fin du 19e siècle, vont se remettre à coloniser, mais pour d'autres raisons que les produits coloniaux, et coloniser des espaces différents. Non plus le continent américain, mais le continent africain et le continent asiatique, avec cette fois-ci des colonies absolument gigantesques. Alors, dans ce chapitre, quelle va être notre stratégie d'apprentissage? Comment va-t-on s'y prendre? Eh bien, d'abord, en répondant à cette question, j'ai déjà donné quelques éléments. Pourquoi l'Europe colonise-t-elle à nouveau? Quand? On a déjà répondu. Où? On a déjà donné quelques indices. Voilà ce qui va nous occuper dans un premier temps. Deuxième élément qui va nous occuper, quelles sont les raisons de cette nouvelle colonisation? C'est le travail que vous avez à faire. Et comment les Européens la justifient-ils, cette colonisation? Parce que nous sommes à une époque où il faut convaincre l'opinion publique du bien fondé de cette deuxième étape de colonisation. Donc, les gouvernants européens, comment vont-ils justifier, expliquer
cette colonisation? Quels arguments vont-ils donner? Troisième élément important dans ce chapitre, vous souvenez-vous, dans le titre Société coloniale, en fait, la société coloniale, ça désigne la vie à l'intérieur des colonies, et nous allons nous intéresser à une chose très importante, les liens entre les colons européens qui vivent dans ces colonies et les populations qui ont été colonisées, qu'on appelle les indigènes, et qui ne sont pas citoyens. Quels sont les liens entre les colons européens et les indigènes? Comment vivent-ils ensemble? Voilà notre stratégie d'apprentissage. Donc, premier élément, pourquoi l'Europe colonise-t-elle à nouveau? Quand? Où? Alors, on va d'abord faire un petit rappel de la première étape de colonisation, très rapide, histoire d'avoir les idées claires. Nous l'avons étudié en classe. Donc, première étape de colonisation, du XVIe siècle, fin XVIe siècle, jusqu'au début du XIXe siècle. Alors, avec les grandes découvertes, les Européens découvrent un nouveau continent dont ils ignoraient l'existence. Cet immense continent, c'est le continent américain. De ce fait, on dit qu'il y a un élargissement du monde. Le monde est beaucoup plus grand qu'on ne le pensait, beaucoup plus riche qu'on ne le pensait. Et en même temps que les Européens découvrent ce nouveau continent, ils découvrent évidemment de nouveaux hommes très différents, qu'ils vont d'ailleurs très vite réduire en esclavage. Mais les Européens découvrent également de nouveaux produits, les produits coloniaux. Souvenez-vous, ces produits qui n'existaient pas en Europe et que les Européens découvrent. Par exemple, sur le continent américain, la canne à sucre, très importante, qui permet de fabriquer du sucre, le café, le cacao, le tabac. On y découvre également de très grandes quantités d'or et d'argent qui vont être rapatriés en Europe. En Asie, on découvre le thé, la soie, ce tissu tout à fait luxueux, et les épices. Autrement dit, les Européens, les premiers Européens qui découvrent le monde et le continent américain vont ramener ces produits coloniaux en Europe, vont les faire goûter aux Européens, et les Européens vont adorer ces produits coloniaux, ils vont en être très friands, et ils vont vouloir en consommer de plus en plus. Évidemment, ce commerce, les Européens s'en rendent compte très vite, ce commerce des produits coloniaux en Europe est peut-être très juteux, peut rapporter beaucoup d'argent. Donc va se mettre en place toute une organisation pour ramener ces produits coloniaux. Les Européens colonisent des terres sur le continent américain pour mettre en place des plantations, d'immenses exploitations agricoles où ils vont cultiver ces produits coloniaux pour les ramener en Europe. Mais se pose un problème, souvenez-vous, le problème de la main-d'œuvre. Qui faire travailler dans ces grandes plantations européennes pour cultiver des produits coloniaux, si possible gratuitement, étant donné que les Amérindiens, la population autochtone qui vivait sur le continent américain, est très vite décimée, puisqu'elle a été mise en esclavage très rapidement. Ces Amérindiens sont également morts à cause des maladies importées par les Européens, donc il manque la main-d'œuvre. Eh bien, les Européens iront chercher cette main-d'œuvre en Afrique, sur les côtes africaines, sur les côtes de l'ouest de l'Afrique, essentiellement dans le golfe de Guinée, et va donc se mettre en place le commerce triangulaire. Ces fameux négriers, ces bateaux, commencent leur voyage en Europe. Ils préparent le bateau dans les ports négriers européens. Ils accostent sur les côtes africaines pour se procurer des esclaves par troc. Et ils vont ensuite déporter 10 à 12 millions d'esclaves noirs africains sur le continent américain. Et évidemment, le but, c'est de faire travailler ces esclaves nord-américains dans les plantations européennes afin de récolter ces fameux produits coloniaux que l'on ramènera ensuite en Europe. 10 à 12 millions d'esclaves nord-africains ont été déportés par les Européens avec ce qu'on appelle la traite négrière transatlantique. On leur fait traverser l'Atlantique, ce qu'on appelle le Middle Passage à l'époque. Donc, voilà l'organisation lors de cette première étape de la colonisation.
Le continent américain constitue en quelque sorte l'usine des produits coloniaux et l'Afrique constitue le réservoir de main-d'œuvre. Et nous avions dit, pour finir là-dessus, que l'histoire prend parfois des chemins assez déroutants, puisque les goûts alimentaires et vestimentaires, plutôt le changement des goûts alimentaires et vestimentaires, peuvent avoir des conséquences très importantes. C'est parce que les Européens ont voulu consommer en masse de plus en plus de produits coloniaux que l'on a déporté autant d'esclaves. Nous avions dit cette première étape de la colonisation du XVIe au début du XIXe siècle. Que se passe-t-il dans le premier tiers, ou la première moitié du XIXe siècle? Eh bien, l'abolition de la traite négrière en France en 1815. Je rappelle, l'abolition signifie la suppression. Figurez-vous qu'en France, mais dans les autres pays européens c'est le cas, on va supprimer la traite négrière, mais pas encore l'esclavage. Cela veut dire qu'à partir de 1815, en fait plutôt à partir de 1830, parce que au début, cette suppression de la traite n'est pas vraiment respectée, mais à partir de 1830, eh bien, il est interdit pour les Européens de déporter des esclaves nord-africains de l'Afrique vers le continent américain. Qu'en est-il de l'esclavage? L'esclavage, lui aussi, va être aboli, supprimé définitivement le 27 avril 1848, au milieu du 19e siècle, lors de ce qu'on appelle la Seconde République. Alors, petite précision, il s'agit de l'abolition définitive, la suppression définitive de l'esclavage en France, parce que l'esclavage avait déjà été supprimé puis rétabli. Figurez-vous que l'esclavage a été supprimé une première fois en 1794. Ah, là on y voit clair, durant la Révolution française. Quelle assemblée a pu voter l'abolition de l'esclavage en 1794? Nous le savons, la Convention. Mais, malheureusement, en 1802, un autre personnage que nous avons étudié, Napoléon Bonaparte, va rétablir l'esclavage. Et en fait, l'esclavage est définitivement supprimé, aboli en 1848. Alors, déjà, on voit qu'il y a un décalage dans le temps. On va d'abord abolir la traite et ensuite l'esclavage. Je rappelle que ce n'est pas la même chose. La traite désigne le fait de se procurer des esclaves à un endroit, de les déporter sur une longue distance pour les vendre à un autre endroit. D'accord? L'esclavage, c'est autre chose. C'est priver une personne de sa liberté, de tous ses droits et d'en faire sa propriété. Donc on va d'abord interdire la traite, la déportation des esclaves nord-africains, mais les esclaves déjà présents sur le continent américain resteront esclaves jusqu'à cette date, 1848. Alors, une question bien sûr. Pourquoi l'abolition de la traite et de l'esclavage? Nous avions dit que ce commerce était très juteux pour les Européens, ce commerce de produits coloniaux, ce commerce rapportait énormément d'argent, les Européens avaient besoin de s'approvisionner en produits coloniaux en énorme quantité. Si on abolit, si on supprime la traite et l'esclavage, ce système ne fonctionne plus. Donc pourquoi cette abolition? Eh bien, figurez-vous que dans la première moitié du 19e siècle, ce commerce triangulaire, ce commerce de produits coloniaux, toute cette organisation, ce système de traite, ce système de plantation, eh bien, perd de son intérêt, n'est plus vraiment intéressant pour les Européens et même n'est plus rentable. Je vais vous donner un exemple. Cette fameuse canne à sucre que l'on allait chercher dans les Antilles, notamment les Antilles françaises, ce sucre, ce goût tout à fait nouveau, eh bien, cette canne à sucre, au début du 19e siècle, on parvient à s'en passer. Au début du 19e siècle, en Europe, on découvre que la betterave, si elle est cuite, peut former des cristaux de sucre. Donc les Européens s'aperçoivent qu'ils peuvent désormais fabriquer ces produits coloniaux en Europe. Et évidemment, si on peut fabriquer ces produits coloniaux en Europe, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus pratique. Nous n'avons plus besoin de ce système du commerce triangulaire. Donc, abolition de la traite, abolition de l'esclavage. Et d'ailleurs, tout au long du 19e siècle, eh bien, toutes les colonies du continent américain vont obtenir leur indépendance et vont former des États indépendants.
à partir du milieu du 19e siècle, en fait, les Européens vont s'intéresser à d'autres continents, le continent africain et le continent asiatique. Ce sont ces deux continents qu'ils vont totalement coloniser, en créant d'immenses colonies grâce à la conquête d'immenses territoires. Alors souvenez-vous, lors de la première étape de la colonisation, l'Afrique n'est pas du tout colonisée, l'Afrique n'intéresse pas les Européens, ce qui intéresse les Européens, c'est uniquement cette zone de prélèvement des esclaves, mais l'Afrique n'intéresse pas les Européens, il n'y a pas de produits coloniaux. De plus, je vous l'avais dit, la plupart des Européens ont assez peur de s'aventurer à l'intérieur du continent africain, puisque sévit une maladie mortelle, sans traitement à l'époque, le paludisme ou la malaria. Même chose en Asie, les Européens ne possèdent que des comptoirs pour s'approvisionner en produits coloniaux, le thé, la soie, les épices, etc. Désormais, à partir du milieu du 19e siècle, les Européens vont s'intéresser à ces deux continents. Alors il va y avoir plusieurs temps, plusieurs étapes. À partir de 1950, c'est ce qu'on appelle le temps des explorations. Les Européens vont explorer l'Afrique de l'intérieur, vont explorer l'Asie. Et à la fin du 19e siècle, à partir des années 1880-1885, on dit que c'est le temps des conquêtes. Les Européens vont conquérir entièrement l'Afrique et l'Asie. Et l'Afrique et l'Asie sont entièrement conquises en 1914, au moment où commence la Première Guerre mondiale. Et lors de cette deuxième étape de colonisation, nous aboutissons à un nouveau système colonial, de nouveaux empires coloniaux. Ça, c'est la carte de la deuxième étape de la colonisation. Vous voyez ce que je vous avais dit? Toutes les colonies européennes sur le continent américain n'existent plus. Ces colonies ont retrouvé leur liberté et forment des États indépendants. Par contre, les Européens, depuis la fin du 19e jusqu'en 1914, eh bien, ils vont conquérir d'immenses colonies partout en Afrique et également dans une grande partie de l'Asie. Regardons le code couleur. Les couleurs qui apparaissent le plus, le jaune et le rouge. Le jaune, colonie française, le rouge, colonie anglaise. En fait, les deux systèmes, les deux empires coloniaux les plus vastes, les plus grands, alors ce qu'on appelle un empire colonial, c'est un ensemble de colonies. Les deux empires coloniaux les plus vastes sont l'empire britannique, anglais, et l'empire français. L'empire colonial français, c'est essentiellement ce qu'on appelle l'AOF, Afrique occidentale française, et l'AEF, Afrique équatoriale française. Et puis en rouge, nous avons l'immense empire colonial britannique, anglais, dont la pièce maîtresse, c'est-à-dire la colonie la plus importante, eh bien, ce sont les Indes. Alors, la question qui se pose, pourquoi avoir conquis l'intégralité de l'Afrique, pourquoi avoir conquis une grande partie de l'Asie? Eh bien, il existe toute une série de raisons. Autant lors de la première étape de la colonisation, il n'y avait qu'une raison, les produits coloniaux. Là, il y a toute une série de raisons. Et ces raisons, les dirigeants européens vont être obligés de les expliquer à leur population. Parce que les temps ont changé en Europe. En Europe, désormais, il y a un certain nombre de démocraties. Et il va falloir convaincre les populations, les opinions publiques, du bien fondé de ces colonies. Autrement dit, les gouvernants européens vont devoir expliquer à leur population qu'avoir des colonies, c'est énormément d'avantages. Ils vont même aller jusqu'à expliquer que coloniser, c'est également une bonne chose pour les indigènes, ces fameuses populations qu'ils ont colonisées, qu'ils ont soumis. Voilà. Nous verrons ça lors d'une prochaine vidéo. Toutes les raisons qui font que les Européens se sont lancés dans cette deuxième étape de colonisation, Afrique et puis Asie. Et puis nous verrons également comment se passe la vie dans les colonies, qu'elles soient anglaises, françaises, etc. Ces colonies où vivent des colons français et ces fameux indigènes, ces populations qu'on a soumises, qu'on a conquises
ces populations qui n'ont pas la citoyenneté des pays qui les ont colonisées, autrement dit dans les colonies françaises, les populations colonisées n'ont pas la citoyenneté française, elles ont un statut de sujet, autrement dit elles ont très peu de droits, elles ont beaucoup de devoirs, elles sont soumises à des lois spéciales qu'on appelle le Code de l'indigène. Mes chers élèves de 4e 3, 4e 5, 4e 7, je vous laisse pour aujourd'hui très vite une seconde vidéo et il faudra à mon avis en faire une troisième sur ce gros chapitre. Alors, juste une dernière chose, ce chapitre il est extrêmement important. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en troisième, en classe de troisième, année du DNB, l'année du brevet, eh bien en troisième, vous allez être amené à étudier un chapitre très important, la décolonisation. La décolonisation, c'est-à-dire ce moment au XXe siècle où toutes ces colonies formées à ce moment-là vont retrouver leur liberté et leur indépendance. Mais on ne peut comprendre la décolonisation que si avant on a compris ce qu'était la colonisation. Donc là nous avons un chapitre de quatrième dont vous verrez exactement la suite en troisième année du DNB, année de troisième, évidemment si nous sommes déconfinés. Je plaisante. Alors, les gestes d'usage, toujours. Dédé la grenouille qui commence à en avoir marre de Monsieur Chiron, mais finalement, elle me supporte. Elle m'aime bien Dédé la grenouille. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout, travaillez bien.